Alors, moi, je m'appelle Bruno Garrigue. Moi, je suis Jean Toniolo. Voilà, on va vous présenter une présentation des études qui ont été faites. On va essayer de remonter à la genèse de cette étude et comment, sur le terrain, elle est arrivée là où elle est arrivée aujourd'hui. Alors, moi, j'ai un parcours, je suis produit de l'assistance publique au départ, école d'infirmier anesthésiste, école des cadres, dit un peu d'anesthésie en neurochirurgie, et puis 20 ans de SAMU au SAMU 93 et 10 ans au SAMU 91, où là, j'ai rompu avec l'assistance publique et j'ai découvert le royaume du non-CHU. Et c'est pas sans importance dans le projet qu'on va vous présenter. Alors, pour chercher, il faut des idées. Cette phrase de Claude Bernard, je l'aime bien, la source de toute connaissance, il y a une idée, une pensée, puis l'expérience vient confirmer l'idée. Donc il faut une idée au départ, et ça, c'est extrêmement important. Alors, pour commencer, on ne va pas faire de la science. J'ai entendu qu'on allait s'amuser, j'espère qu'on va s'amuser un petit peu, même beaucoup. Je vais vous raconter une histoire. Alors, les belles histoires de l'oncle Paul, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient Spirou à l'époque, c'était des histoires qui étaient racontées par l'oncle Paul qui fumait la pipe, moi je ne fume pas la pipe, mais voilà. Alors, il était une fois un centre hospitalier non CHU, une équipe de SMUR, motivée, curieuse, d'infirmiers anesthésistes, et puis plein de questions sans réponse. Tout ça, ça fait un savant mélange, et un jour, une question se pose. Cette question, vous l'avez peut-être déjà entendue, parce que c'est quelque chose qui date, on remonte aux années 2009, 2010. Cette question, c'est, quand je prépare une seringue électrique, est-ce que je mets le produit avant le solvant, ou est-ce que je mets le solvant, je laisse la place, et je mets mon produit après ? Alors, si je posais la question dans la salle, qui ferait la première solution? Qui prend son solvant, son produit, et met le solvant après? Ok, on fait ça à main levée vite fait. Qui ferait l'autre solution? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des réponses de moins en moins, mais il y en a encore. Et, question subsidiaire, qui va secouer sa seringue après l'avoir préparée? Qui ne la secoue pas? Il n'y a pas de honte. Voilà. Eh ben, il se trouve que c'est cette question qu'on s'est posée, puis on avait à peu près dans la même équipe, et puis il y a un des infirmiers qui me dit, toi qui es infirmier anesthésiste, parce que bien sûr l'infirmier anesthésiste il sait tout, et puis t'es cadre en plus, encore pire, comment tu fais? Moi j'avais tendance à faire la première solution, mais sans vraiment de référentiel. Donc on se dit, est-ce que ça vaut le coup de chercher sur cette problématique? Est-ce qu'il faut en parler? Peut-être oui, parce que c'est un acte de soins courant. Alors là, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire, mais qui donnent une idée. C'était en 2008, on avait fait cette petite étude. En gros, il y a 14 000 litres de soluté, 15 000 litres presque, qui sont préparés tous les jours avec ce mode de préparation l'un ou l'autre. Donc c'est quelque chose qui est fait couramment. C'est quelque chose, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Ce n'est pas un truc anecdotique. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que les mélanges que nous préparons sont en adéquation avec les prescriptions? Est-ce qu'ils sont homogènes tout le long de l'administration? Parce que c'est un peu le but du jeu, la seringue électrique, c'est que ce soit homogène, la même quantité, la même concentration, à débit régulier. Et puis, existe-t-il des facteurs qui pourraient influencer la variation de concentration en produits actifs? Alors, on a remué la question dans tous les sens, et puis voilà, on s'est posé la question finale. Quand on fait un travail de recherche, il faut qu'il y ait une question, parce que sinon on part dans tous les sens. Le mode de préparation influe-t-il sur l'homogénéité de la préparation? La question, on se l'est posée, personne n'avait la réponse, et ben on s'est mis à chercher. Attention, quand on cherche, ça devient addictif. On l'a vu tout à l'heure, quand vous mettez le nez dedans, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Donc, pour ceux qui veulent sortir, vous pouvez encore sortir, parce que c'est quelque chose qui est assez prenant. Alors, un réseau, j'ai entendu parler de réseau. Georges Bernard Shaw, si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et qu'on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j'ai une idée, et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun 2 idées. Alors je vous dis, c'est exponentiel tout ça, je ne vous dis pas le nombre d'idées qu'on va avoir avant la fin de la journée. Et ça, c'est le réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui est capital dans la recherche. Alors c'est parti pour notre petite étude. On fait une enquête téléphonique auprès des IFSI. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les IFSI? Parce qu'on enseigne forcément quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui se fait sur le terrain? On fait une enquête comme ça, au bonheur des interventions SMUR, une enquête téléphonique. Et puis, quel est l'état de la science? Le mode de préparation, vous voyez que là, le médicament, avant de soluter, a une certaine aura, mais soluter avant le médicament aussi, pour des raisons dont on pourra discuter tout à l'heure après. Il y a des bonnes raisons pour tout.
différent, pas mal aussi. Ce qui est rassurant, c'est que ce qu'on enseigne dans les IFSI, en rouge, c'est plutôt ce qu'on fait sur le terrain. Ça, c'est bon signe. Sauf que si on enseigne n'importe quoi, on fera n'importe quoi sur le terrain aussi. L'agitation de la seringue, l'agitation, elle n'a pas un grand succès dans notre enquête. On publie ça dans la revue des SAMU, médecine d'urgence, pour avoir déjà une base de biblio. Recherche biblio, on va chercher sur le sujet, parce que forcément, quelqu'un a écrit là-dessus. Donc, on fait tous les moteurs de recherche du monde. Et voilà nos résultats. Alors là, j'oublie pas de cliquer sur l'ordinateur. Il n'y a rien, là, de solution. Soit on s'est complètement planté dans les mots-clés, c'est possible, dans les requêtes, soit on tient peut-être une bonne idée. Alors, comme on est optimiste dans l'équipe, on se dit qu'on tient une bonne idée et on décide de se lancer. Alors, on se lance avec moyen bout de ficelle. Hein. On n'a aucun financement. Une adhésion, on va dire, relative de l'encadrement supérieur, relative, très relative, et on décide de se lancer parce que c'est encore plus drôle quand il y a un petit peu d'opposition. Enfin, moi, j'aime bien ça. On travaille avec un labo, j'ai un copain qui est directeur de recherche dans un labo, qui un jour me dit, tiens, j'ai reçu un super spectro de masse que je vais tester, et ça fait il, je lui dis, est-ce que tu pourrais me doser de l'adrénaline dans une seringue? Oui, pas de problème. Donc on décide avec lui d'aller tester nos seringues dans son labo gratuitement. Lui, il étalonne son nouveau spectro par la même occasion. On n'a pas de financement, donc c'est comme ça. Arrangement avec le planning pour que les infirmiers de l'équipe puissent aller au laboratoire. Il y a prescription. Les logiciels de planning, on peut les contourner. Et puis voilà. Et puis heureusement, parce que sinon on ne l'aurait jamais fait. Il y a prescription, tant pis pour vous. Fallait me choper avant. Et puis on travaille avec des pousses seringues de récupération, avec tout le réseau Biomed. J'avais fait un DU de matériaux-vigilance et j'avais un réseau, j'ai toujours un réseau chez les biomédicaux. Et ça, c'est bien utile dans ce type d'études. Les premiers résultats, voilà ce que ça donne. Quand je secoue ma seringue, je suis parfaitement homogène. Ça, c'est la concentration, le 0, c'est la concentration qu'on désire à la sortie de la seringue. Le diluant plus le médicament, c'est un peu n'importe quoi. Le médicament plus le diluant, c'est un peu mieux, mais c'est aussi un peu n'importe quoi. Retenez bien ces schémas, parce que vous les reverrez tout à l'heure et on pourra les comparer. Est-ce qu'il faut publier ça? C'est tentant, parce que quand même, c'est un truc, on tient un truc. Mais on parlait de rigueur scientifique. Il y a peu d'échantillons, c'est bout de ficelle, on pousse les seringues à la fin parce que les batteries sont mortes. On se dit qu'il y a plein de biais et on va nous tomber dessus. C'est pas honnête. On sent quand il y a quelque chose. Hein, c'est ça qui est frustrant. Mais il faut aller plus loin et on ne sait pas comment aller plus loin. Donc on fait des abstracts sur la méthodo, etc. Super accueil dans les sociétés savantes, les CFMU, SRLF, etc. Et à ce moment-là surgit le PHRI. Il n'y avait pas de P à l'époque, c'est la première année, Roselyne Bachelot, et on soumet un projet en 15 jours, hein, parce qu'on découvre l'appel à projet un peu tardivement. On soumet notre truc avec des drogues, noradrénaline, insuline, et sulfentrazepam en PCOA, parce que j'ai un topic sur le traitement de la douleur, et je voulais quelque chose qui se rapproche de la douleur. Donc, tout ça, c'est administré à la seringue électrique, on soumet notre projet. Il faut trouver une méthode d'agitation, on en reparlera aussi, Jean vous présentera sa méthode après. Est-ce qu'il faut la secouer comme ça? Est-ce qu'il faut la secouer comme ça? Est-ce qu'il faut la secouer autrement? Bref, 5 retournements successifs, 180 degrés, et ça marche, on teste avec du bleu de méthylène, sans oublier la bulle d'air dedans, et ça, quand on échange nos idées, on s'aperçoit, ça c'est les chimistes qui nous disent, mais pourquoi tu vires la bulle d'air dans ta seringue avant de la secouer? Nous, la bulle d'air, ça fait peur. Hein, et donc, on vire la bulle d'air, et on n'arrive pas à la secouer. Avec la bulle d'air, c'est parfaitement homogène parce que la bulle d'air sert d'agitateur. Et ça, c'est les chimistes qui nous disent, mais nous, jamais on fait un mélange tant qu'il y a une bulle d'air qui sert d'agitateur. Donc ça, la fameuse bulle d'air, on pourra en reparler après aussi. Notre dossier est accepté, 15 retenues sur 80, on est très content. On est le seul non-CHU à être accepté, hein, ça c'est à noter. Et le projet démarre avec des financements largement sous-évalués parce qu'on ne sait pas faire un budget. C'est sur papier, il n'y a pas le logiciel, le tableau Excel que vous avez maintenant. On oublie plein de trucs, la traduction, les choses, plein de détails. Bref, on arrive à bricoler quand même. C'est pour ça que dans l'introduction, je me qualifie d'artisan-chercheur, parce qu'il y a beaucoup d'artisanat dans cette recherche. Les premiers résultats tombent, ils ressemblent vraiment, ils nous plaisent bien, parce que notre hypothèse de départ semble être validée. Et on arrive en 2012. On communique sur la méthodo, sur nos premiers résultats préliminaires. On a des prix. 2013, on a tous les résultats. Il n'y a plus qu'à, on publie. 2013, vous voyez, ça fait un moment quand même. Il n'y a plus qu'à publier. Et là, on se heurte à d'autres difficultés. Il faut un statisticien, des méthodologistes, un réseau, encore une fois, multiprofessionnel. Parce que si je vous présente ces chiffres-là, il y a tout dedans. Hein.
Vous pouvez prouver ce que je vais vous montrer après avec ces chiffres-là, mais ce n'est pas très sexy pour des professionnels de santé qui n'ont pas forcément l'approche scientifique. Et puis, il faut dire que ce n'est pas très parlant quand je vois ces chiffres-là. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Notre analyse statistique, elle est sérieuse. Hein. Voilà, vous voyez ça, mais ça, on ne peut pas l'inventer. Ça, il faut se former. On se forme tous dans l'équipe au logiciel R pour au moins savoir de quoi on parle. On n'est pas des spécialistes de la statistique, mais au moins on sait de quoi on parle quand on travaille nos outils statistiques. Donc vous voyez cette analyse, le test de Levené, etc. Pour les soignants, pour beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que là, on est sur une méthode rigoureuse pour étudier nos résultats. Alors voilà les résultats définitifs. Vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure avec notre bricolage. Hein. La noradrénaline, on veut 0,25 gamma par millilitre. Vous voyez que dans la préparation du haut, on a 0,350, 0,15. Le patient est hypotendu en réanimation. Est-ce que c'est parce qu'il est en défaillance ou est-ce que c'est parce que peut-être que c'est une des seringues avec 0,15 et qu'on ne donne pas la dose, par exemple. L'autre système de mélange, vous voyez que les chiffres, ça donne un peu n'importe quoi. On secoue la seringue, quelle que soit la préparation, on est stable et on a la bonne concentration. L'insuline, pareil. L'insuline, je veux une unité par millilitre, eh ben, je lui en donne 2,5 unités de temps en temps, si je ne remue pas ma seringue. C'est quand même, le patient fait son hypoglycémie, est-ce que c'est parce qu'il consomme, est-ce qu'il n'a pas assez de sucre, ou est-ce que c'est parce que je lui donne trop d'insuline? Donc vous voyez, je secoue ma seringue, elle est parfaitement stable. Ropi, Sufinta, c'est un autre système de mesure, simplement, donc PCEA, la femme appuie sur le bouton pour avoir son analgésie lors de l'accouchement, eh bien, si la seringue est pas remuée, des fois elle va appuyer 5 fois avant d'avoir le Rapifène qui va arriver, le Sufinta qui va arriver au niveau du cathéter péridurale. Donc vous voyez que ta péri elle passe pas, elle est latéralisée, etc. Bah, peut-être que c'est une seringue où il faut appuyer 5 fois. Bon, on a tout ça. Il faut publier absolument, parce que ce serait dommage de s'arrêter là. Publish or perish, hein, c'est la devise. Alors, est-ce qu'elle est fondée ou pas? On pourra en discuter, ça pourra faire le thème de discussion. Donc, pour publier, faut rédiger. Il faut traduire en anglais, hein, parce que ça, on va publier dans une revue. Si on veut une revue avec un impact factor, on reparlera de l'impact factor pendant la journée. Il faut que ce soit en anglais. L'ordre des auteurs, alors ça, petite anecdote, dans l'équipe, il y en a un qui a essayé de nous faire l'intérieur et de publier en son nom notre étude, sans que je sois au courant. J'ai piqué une petite colère, j'en suis capable aussi. Et donc, bon, c'est rentré dans l'ordre. Mais l'ordre des auteurs, important dès le début, il faut que les choses soient claires et que chacun sache exactement où il sera dans l'ordre des auteurs, en premier, en dernier, au milieu, mais que ce soit clair, comme ça, il n'y a pas de lézard et on se bagarre pas après. On n'avait pas prévu ça. On débutait, hein. On soumet les corrections, on finance la publication et on paraît dans une revue internationale où là, on a le ping-pong avec les reviewers qui vont, alors là, les intégristes du petit P, qui vont vous dire « Ah bah oui, mais là, il faudrait mettre un tableau avec des plot box. » Nous, ça ne nous plaisait pas parce qu'on trouvait que les courbes étaient plus parlantes. On a argumenté, c'est passé. Et puis, il y a eu plein de choses qui ont fait avancer aussi cet article, parce qu'au début, l'analyse était un petit peu légère. Et ben, du coup, on était obligé de retravailler notre truc. On publie, Critical Care, on est très content. Et puis, grâce à ça, on a des distinctions. Roselyne Bachelot, la bise, le champagne. Agnès Buzyn, beaucoup moins de champagne, du coca, j'aime pas. Pas de bise, beaucoup plus austère. Véran, j'ai raté, c'était le Covid. Par contre, François Braun, que je connais bien, François, si tu nous entends, c'est un message subliminal. Si tu veux promouvoir notre recherche, je suis ton hôte, je suis prêt à être ton hôte au ministère pour promouvoir cette recherche. C'était un message subliminal. Et puis, comme c'est addictif, on continue sur la lancée. On fait on soumet un autre PHRIP. Hippodrome, ça va bientôt être publié, 1200 patients, 12 centres, multicentriques, un gros truc, le plus gros financement des PHRI jusque-là. On fait ça avec l'assistance publique, avec Frédéric Lapostole, et puis on arrive à faire ce gros projet, et on va arriver enfin à la publication. On aide une puéricultrice du centre hospitalier sud-francilien à faire son étude, avec les sondes gastriques, on pourra en causer pendant la discussion aussi. C'est pas nous qui travaillons, mais on lui fait toute la méthode. Et puis on se fait planter sur Valparaiso, avec la tension artérielle au membre inférieur, la cuisse, la cheville ou le mollet. Là, on nous dit que c'est pas un truc infirmier. Enfin bref, comme on est têtu, on le fait quand même, avec une idée qu'on a eue, qu'on vous présentera pour la table ronde, pour valoriser la recherche. On le fait quand même, c'est pas un PHRIP, mais c'est quand même une recherche. Après, c'est les enjeux de la publication, la diffusion des résultats.
le changement des pratiques, participation à des formations recherche, et puis tout ça, je ne vais pas le déflorer parce que ça va être dans la table ronde. Donc, on va maintenant vous raconter la suite de l'aventure, parce que cette aventure a une suite, et ça, c'est vraiment ça qui est super. Et puis, c'est Jean qui va vous la présenter. Je vous remercie. Alors moi je suis Jean Toniolo, du coup je suis infirmier à mi-temps en hématologie, à mi-temps formateur dans un IFSI qui est intégré dans la faculté de médecine où on travaille justement l'implantation de la recherche dès le début de la formation. Et là je viens en tant que membre du comité recherche du CHU de Limoges où on a travaillé justement sur l'implantation de ces résultats de la recherche dans la pratique et où on est parti de la publication jusqu'à la transformation des pratiques sur ce sujet qui vient de vous être proposé. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la production de connaissances en sciences infirmières, c'est un enjeu actuel, c'est la recherche en soins, c'est primordial, c'est en retard en France, mais ça se développe. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a des résultats? En fait, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va l'utiliser en pratique? Comment on peut y arriver? Juste pour vous dire que 30-40% des patients reçoivent des traitements dont l'efficacité n'est pas démontrée et que 20 à 25% de ces patients bénéficient de soins dont ils n'ont pas besoin ou qui sont potentiellement dangereux. Du coup, les recherches infirmières, elles ont un enjeu hyper important dans le développement des savoirs de la profession et pour améliorer la santé des populations. Et surtout, c'est un enjeu clinique, déontologique et de responsabilité de chacun des intervenants du système de santé. Alors, notre démarche, elle s'est fondée sur ces étapes-là de l'evidence-based nursing. On va y revenir au fur et à mesure. Alors, le comité de promotion de la recherche paramédicale au CHU de Limoges avait la volonté d'harmoniser les pratiques, d'aller justement vers cet evidence-based nursing pour augmenter la qualité, la sécurité des soins. Donc, il y a un groupe de travail qui a été créé et qui a été dédié à cet evidence-based nursing avec des infirmiers, des kinés, des diètes, des cadres supérieurs de santé et des étudiants en soins infirmiers. On les a impliqués dès le début du process. Et l'objectif de ce groupe de travail, c'était de transférer ces données probantes dans la pratique. Alors, OK, on veut transférer des données probantes dans la pratique, mais sur quel sujet on va se baser, comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Parce qu'il faut que ça parle aux équipes. Parce que l'enjeu, c'est certes de faire de l'amélioration de la sécurité des soins, mais c'est aussi de stimuler les équipes au global à aller vers la recherche, à comprendre qu'elle est utile, à se dire que ce n'est pas déconnecté du terrain, qu'on n'est pas juste des huluberlus dans notre petite bulle à nous. Donc, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a une question qui nous taraude, c'est les seringues électriques. Donc, même constat quelques années plus tard, et on n'avait pas de protocole de préparation à proprement parler sur l'ordre d'ajout des médicaments, etc. Il y avait juste des protocoles d'hygiène au sein du CHU. On s'est dit, on va travailler là-dessus. Donc l'étape 1, c'est le besoin de changement, l'intuition. Donc on a eu une phase un peu exploratoire où on a recensé tout ce qui était protocole existant et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'éclaircir les pratiques. On a aussi mené une enquête exploratoire sur le pôle mère-enfant du CHU afin d'identifier les pratiques et les croyances de ces infirmières en lien avec l'administration à la seringue électrique des médicaments. Donc ce questionnaire, il a été construit et testé par diverses infirmières et médecins en amont. Alors, donc ces infirmières, ça s'est passé en 2018, on a distribué 140 questionnaires, on en a eu 80 en retour, 60%. C'est pas énorme, mais c'était déjà plus que ce qu'on espérait tout de même. Et de quoi on se rend compte? Finalement, on part du même constat, c'est-à-dire que pour préparer la seringue électrique, 56% prélèvent le principe actif en premier, puis ajoutent le solvant. Concernant l'agitation de la seringue, donc ça veut dire qu'il y a 44% qui prélèvent d'abord le solvant et puis ajoutent le principe actif. L'agitation de la seringue, 49% quand même disaient qu'elles agitaient la seringue de 1 à 4 fois. On avait mis des petits schémas pour voir dans quel sens elles faisaient. Bon, c'était particulier quand même. Et puis, la présence ou non de la bulle d'air, 86% purgeaient la bulle d'air avant l'agitation. Donc nous, là, je déflore un petit peu, mais on avait déjà la publication de Bruno Garrigue sous le coude. Et quand on a construit notre questionnaire, on l'a construit un peu orienté pour voir ce qui se passait. Donc une grande disparité et du 50-50. Et puis on leur a demandé, est-ce que vous pensez que cette méthode de préparation, elle influence ou pas la concentration dans la seringue électrique, enfin l'homogénéité? Et 57,5% pensent que la méthode, elle influence. Et du coup, 41% pensent que la méthode n'influence pas cette homogénéité. Donc là, on se dit, oula, il y a un vrai enjeu, une vraie disparité dans les pratiques et dans les croyances sur le mode de préparation. Et on va sortir du mythe les soignants, le sortir du mythe et des croyances pour aller vers ce regard scientifique et la réalité scientifique. On s'est dit avec ces résultats, ça va être un super exemple parce qu'on va pouvoir leur montrer quelque chose de pratico-pratique.
Les questions, elles vous ont été présentées. C'est est-ce que le mode de préparation, il influe sur cette homogénéité de la seringue électrique? Est-ce que le patient reçoit vraiment sa dose? Est-ce que la concentration horaire, du coup, elle est bonne? On sait qu'avec les médicaments à index thérapeutique étroit, il y a de vrais enjeux. Et puis, donc, quelle est cette homogénéité tout au long? Donc, l'étape 3, on a fait une recherche efficace des écrits scientifiques. On a fait une revue de la littérature au sein du comité recherche. Et évidemment, il n'y avait pas beaucoup, à part cette publication-là que nous avons donc traitée. Comment est-ce qu'on a fait après, au sein de ce comité? On a fait l'analyse critique de ces écrits scientifiques et tout particulièrement de celui-ci, vu que c'était celui qui avait retenu notre attention. Et on en est arrivé au constat que finalement, les seringues électriques, c'est une pratique commune, on l'a dit. C'est dans un contexte d'administration lente et précise. Cette administration, elle doit être constante, prédictible, répétable. Bon, alors ok, mais vraiment, il faut vraiment faire attention à comment on la prépare. On a retrouvé au final tout ce qui vous avait été présenté précédemment. Et puis, évidemment, toute la littérature internationale recommande une standardisation des méthodes ou une préparation centralisée. Alors, la préparation centralisée, vu la quantité et les quantités de produits qui ont été présentés, les pharmacies à usage intérieur vont être un peu certainement dépassées par la quantité à préparer. Donc, ce qui ressort encore de cet article, c'est que le mélange de la solution, il apparaît comme crucial. Dans la littérature, on retrouve que 26% recommandent l'homogénéisation. Donc ça, c'est la revue de littérature qui avait été faite pour préparer l'article. Et puis, on voyait en effet des disparités dans les IFSI. Et nous, dans notre petit échantillon, il y avait des disparités dans les pratiques des 4 étudiants qui venaient de 3 IFSI différents. Et on ne leur apprenait pas du tout la même chose, voire on ne leur apprenait pas spécifiquement à préparer les seringues électriques. Même constat, dans la littérature, on retrouve les mêmes taux que ce qu'on retrouvait dans notre étude, donc on était assez rassurés quelque part. Et du coup, donc je passe un petit peu pour gagner du temps, vu que Bruno vous a présenté les choses. Donc on a bien regardé la méthodologie, le double check de la préparation par les infirmières. Donc ça, c'était très important pour la validité. Donc c'est une étude qui a une bonne validité, parce que dans le transfert des données probantes, se baser sur une seule étude, c'est vrai qu'on peut se dire, le niveau de preuve est faible. Bon, alors après, le niveau de preuve, vu qu'il n'y a qu'une publication et qu'une seule personne qui s'est intéressée à ça, preuve du contraire, il n'y a pas autre chose de mieux. Mais on a vraiment été très, très attentif à tous ces éléments méthodologiques de qualité pour la validité des résultats avant de le mettre en place sur le CHU. Il avait évoqué une utilisation de tests visuels pour élaborer ces méthodes de préparation des seringues électriques. Ça, on l'a refait, nous aussi, en pratique, mais je vais y revenir. Donc là, c'est pour vous montrer ça, c'est ce qu'on présente aussi aux professionnels de santé, en fait. Tous ces éléments-là de comment on est arrivé à, ces nouvelles pratiques qu'on a mis en place sur le CHU. Donc on leur présente essentiellement les résultats de l'insuline, parce que c'est ce qui va parler le plus en transversalité au sein de l'hôpital, sur les différents pôles. C'est un médicament assez courant. Et puis quand on va dans les services de spécialité, réanimation, etc. pour présenter, on présente aussi les résultats des autres médicaments qui ont été étudiés. Donc je ne reviens pas sur la stabilité du produit, mais par contre je vais aller sur l'après. L'étape 5, une fois qu'on a fait une analyse précise de la littérature, c'est la prise de décision et la mise en œuvre de cette décision. Donc, dans un premier temps, on a fait une restitution de l'enquête et une présentation de l'étude à l'hôpital mère-enfant, vu que c'était un peu notre pôle test, ainsi que dans les IFSI du CHU et de la Croix-Rouge française de Limoges, vu que les étudiants participaient avec nous et qu'on avait à cœur de dire l'evidence-based practice, ça se commence dès l'institut de formation, c'est évident. Le but, c'était donc de promouvoir la recherche paramédicale et de sensibiliser les différents professionnels à adopter ce mode de préparation. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a voulu communiquer sur cette démarche-là d'evidence-based nursing, parce que si on peut le faire avec des seringues électriques, on peut envisager de le faire avec toutes les autres pratiques. On a présenté un poster au 8e colloque de recherche paramédicale du Grand Sud-Ouest, où on a obtenu le prix du public. Et ce poster que je vais vous montrer, il est intéressant parce qu'il est affiché dans toutes les salles de soins du CHU. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a les différentes étapes de préparation qui vous ont été décrites dans la première partie de l'intervention. Donc les soignants, nous on a repris un colorant et on est reparti pour montrer justement cette homogénéisation pour faire des photos pour que ce soit parlant pour les professionnels.
On a travaillé sur un protocole institutionnel de recommandation de bonnes pratiques, donc en lien avec la pharmacie, le collège des EPP. Nos collègues pharmaciens ont aussi été un appui sur l'analyse critique de la littérature pour voir si en effet c'était fiable, etc. Est-ce qu'ils étaient d'accord pour qu'on mette ça en place? EPP, c'est évaluation des pratiques professionnelles, pardon, pour la préparation de ce protocole. Qu'on a rédigé et diffusé dans tout l'établissement, ce qui a été quand même une vraie avancée, parce que jusque-là, il n'y avait rien qui décrivait comment préparer ces seringues électriques, et on est arrivé en pratique à quelque chose où on montre précisément, avec un peu les mêmes images, en décrivant précisément toutes les étapes et ce qu'on fait pour préparer une seringue électrique. Ce protocole, ce qui est important, bon, il existe, c'est une chose, mais les protocoles, c'est pareil, est-ce qu'on les regarde ou pas? Ça en est une autre question. Donc, il est expliqué, il est diffusé lors de la formation de tous les nouveaux entrants au CHU. Il est aussi proposé lors des formations de calcul de dose, de remise à niveau en termes de calcul de dose qu'on fait régulièrement tout au long de notre carrière. Et puis, on a réalisé aussi une vidéo de démonstration de l'utilisation de la technique. Alors, si ça marche, je vous en montre un petit bout si on a le temps. Donc, on a utilisé de l'éosine pour que ce soit visuel. Donc, les professionnels ont accès à cette vidéo, en fait, tout le temps, de manière très rapide sur la page intranet du CHU, pour savoir comment bien préparer leur seringue électrique. Donc, pourquoi avoir fait ça? Pour multiplier, je suis désolé, mais le temps est contraint. Pourquoi avoir fait ça? Pour multiplier les supports et permettre justement que tout le monde puisse être touché par un axe de communication sur l'utilisation de ces résultats de la recherche. Donc l'information et les informations, elles sont réalisées dans les différents services, et le but évidemment, sécurité du soin, bénéfice optimal pour le patient. L'étape 6, évaluation du résultat obtenu après le changement implanté. Eh bien, on est en train de réaliser un audit pour évaluer la mise en place des pratiques au sein de l'HME, parce que c'est du pôle mère-enfant, parce que c'est le premier pôle qui a été visé. Qu'est-ce qu'on en fait après l'étape 7? La dernière étape, c'est la diffusion des résultats. Eh bien, c'est aujourd'hui notamment, et je vous en remercie d'ailleurs, c'est aussi la réalisation d'un webinaire, c'est présenter la démarche de BN, c'est montrer de manière pratico-pratique ce que donne la recherche et ce qu'on peut en faire. Et puis, c'est aussi un article qui est en cours d'écriture sur cette stratégie de mise en pratique des résultats de la recherche. Et nous vous remercions.